Nous associons généralement le mot méga-projet à la création, et aussi à cette chaîne. Nous pensons à la Grande Muraille de Chine qui serpente à travers les montagnes, à la Station spatiale internationale, ou à d'immenses tunnels creusés dans la roche solide pour relier des nations. C'est le tunnel sous la Manche. Oui, nous avons bien réalisé ces 3 vidéos. Attends, avons-nous fait la Grande Muraille de Chine ? Peut-être pas, mais au printemps 86, l'Union soviétique a entrepris un méga-projet né non pas de l'ambition, mais d'une survie pure et désespérée. Cette opération a mobilisé plus de main-d'œuvre que la construction du canal de Panama, mais devait être organisée en quelques heures au lieu de plusieurs années. Contrairement à un pont ou un gratte-ciel, il s'agissait d'enterrer une erreur du passé, pas de bâtir pour l'avenir. C'était une parcelle empoisonnée de forêts et de béton au nord de l'Ukraine. L'objectif était d'empêcher le réacteur nucléaire en feu de contaminer l'eau de millions de personnes et de rendre une partie de l'Europe inhabitable. Lorsque les autorités soviétiques ont utilisé des robots télécommandés d'Allemagne et du Japon pour nettoyer les débris radioactifs, ils ont échoué. La radiation était tout simplement si intense que leurs cerveaux électroniques ne pouvaient tout simplement pas y résister. La technologie la plus avancée de la fin du XXe siècle est devenue inutile en quelques minutes seulement. Les dirigeants ont donc choisi la seule machine adaptée, les États-Unis. Les humains, ils les appelaient liquidatori ou liquidateurs. On dirait un titre de film de science-fiction ringard des années 80, mais la réalité était tout aussi horrible. Curieusement, ces hommes et femmes ont été chargés ou se sont portés volontaires pour gérer les conséquences de Tchernobyl. On associe souvent Tchernobyl à l'explosion ou à la grande roue de Pripyat, mais la véritable histoire, c'est celle de cette armée. Nous ne parlons pas seulement de la poignée de pompiers arrivés la première nuit, nous parlons de la mobilisation de près de 600 000 personnes. Des gens. C'est l'équivalent de la population du Luxembourg ou d'une ville américaine moyenne. Des mineurs creusant dans la chaleur, des plongeurs nageaient dans l'eau radioactive, des pilotes volaient dans la fumée toxique et de jeunes soldats couraient sur les toits pour pelleter du graphite en 90 secondes. Certains étaient des héros conscients, d'autres de simples conscrits, envoyés sans explication. Mais sans eux, la catastrophe de Tchernobyl n'aurait pas seulement été une tragédie pour l'Ukraine et la Biélorussie, elle aurait pu être une catastrophe pour le monde entier. Aujourd'hui, nous irons au-delà de l'explosion et de la physique des réacteurs Bolchoï à modérateur de Kubik. Nous parlerons des liquidateurs ayant nettoyé le site et de ce qui leur est réellement arrivé. Qu'est-ce qu'un liquidateur ? Donc, avant d'examiner les opérations spécifiques, nous devons définir exactement de qui nous parlons ici. Parce que liquidateur n'est pas vraiment un intitulé de poste que vous trouverez dans une carrière normale, à moins de travailler en comptabilité. Je suppose, mais c'est un type de liquidation très différent. Le mot provient du nom officiel soviétique de l'opération de nettoyage. Je ne vais même pas tenter de le prononcer. Mais cela se traduit par participant à la liquidation des conséquences de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans la tradition bureaucratique soviétique, cette longue phrase fut abrégée en un nom plus frappant mais inquiétant, liquidateur. Le titre était donné à toute personne ayant participé au nettoyage dans la zone d'exclusion de 30 km entre 1986 et 1989. Mais cette définition large masque la grande variété de personnes impliquées. Quand on dit liquidateur, on a tendance à imaginer un gars en combinaison de plomb en train de pelleter du graphite radioactif. Et oui, ces hommes ont bel et bien existé. Ils étaient la partie visible d'un vaste iceberg. Les premiers intervenants, personnels de la centrale et pompiers, ont combattu les incendies lors de la nuit de la catastrophe. Ils sont le groupe le plus célèbre et, tragiquement, ceux qui ont reçu les doses les plus élevées immédiatement. Ensuite, il y a eu l'armée. L'Union soviétique a mobilisé ses forces armées à une échelle massive. Des dizaines de milliers de jeunes conscrits, souvent de l'infanterie ou des troupes chimiques, âgés de 18 ou 19 ans, comprenaient trop peu la radiation. Les physiciens étaient utilisés pour tout, du travail manuel à la garde jusqu'au travail terrifiant de biorobots sur les toits. Il y avait aussi les spécialistes. L'Union soviétique a mobilisé ses meilleurs pilotes d'hélicoptères pour larguer sable, plomb et bore lors de milliers de sorties au-dessus du cœur exposé. Ils ont fait venir des centaines de mineurs de charbon de régions comme Donetsk et Toula, non pas pour extraire du charbon, mais pour creuser un tunnel de refroidissement sous le réacteur en fusion. Des ouvriers soudèrent des poutres pour le sarcophage, tandis que des ingénieurs concevèrent des structures de protection en temps réel. Enfin, il fallait aussi des civils pour soutenir l'armée,
car une telle masse de travailleurs exigeait une infrastructure adaptée. Des chauffeurs, cuisiniers, médecins, infirmières et agriculteurs participaient à la décontamination. Ils lavaient les routes, enterraient par la terre arable et nourrissaient les soldats. Ils étaient tous des liquidateurs, mais combien étaient-ils ? En raison du chaos après l'accident, du secret de l'Union soviétique et de son effondrement, les archives restent incomplètes. Des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé et le Comité scientifique de l'Organisation des Nations unies sur les effets des radiations atomiques citent généralement un chiffre. Parmi les 530 000 à 600 000 travailleurs de récupération des premières années, les doses de radiation reçues varient fortement. La dose efficace moyenne des liquidateurs est souvent estimée à 100 millisieverts de radiation. Les chiffres sont parfois abstraits, essayons de comprendre leur sens. Une radiographie thoracique donne environ 1 millisievert, donc un liquidateur a reçu l'équivalent d'environ 1200 radiographies. Ou, si vous préférez, imaginez recevoir en un an toutes les radiographies médicales que vous feriez normalement durant toute votre vie. Chaque contrôle dentaire, chaque radio pour fracture, chaque scanner. Et ce n'est qu'une moyenne. Des milliers de travailleurs ont reçu des doses bien plus élevées, et de nombreux premiers intervenants des doses mortelles en quelques heures. Cependant, nous devons ajouter une note sombre à ces chiffres. Selon l'Association internationale de protection contre les radiations, seuls 2 à 3% des liquidateurs avaient un dosimètre personnel pour mesurer leur exposition. Pour la plupart de ces 100 000 personnes, les données dans leur dossier étaient des estimations établies après coup selon leur lieu et durée de travail. Souvent, ces chiffres m'étaient devinés ou même manipulés pour rester sous les seuils officiels de sécurité. L'Union soviétique, tout le monde, la catastrophe dans laquelle ils se sont engagés, d'accord, pour comprendre pourquoi un demi-million de personnes était nécessaire, il faut regarder le chaos qu'ils ont été envoyés nettoyer. Nous devons passer vite sur l'accident, car pour les liquidateurs, seule la conséquence importait, pas la cause. Tout a commencé à 23h, le 26 avril 1986. À l'intérieur de la salle de contrôle du réacteur numéro 4, un test de sécurité de routine a tourné de façon catastrophique. Nous n'aborderons pas ici les détails complexes de la physique, comme l'empoisonnement au xénon ou les canaux des barres de contrôle. Le réacteur Bolchoï à modérateur de cubique, 1000 avait un défaut de conception majeur, un coefficient de vide positif. Lorsque l'eau de refroidissement devenait vapeur, la puissance du réacteur augmentait au lieu de baisser. Ajoutez cette conception instable à des erreurs humaines et des sécurités désactivées, et cela provoque une réaction nucléaire incontrôlable. 2 explosions massives ont soulevé le bouclier de 2000 tonnes par leur force. Le couvercle en béton et acier du réacteur a été arraché, retourné, emportant le toit et projetant les entrailles du réacteur dans le ciel nocturne. Les barres de combustible, le béton et surtout les blocs de graphite modérateur, très radioactifs, ont été dispersés sur tout le site. Il était resté à l'intérieur d'un cœur nucléaire en fonctionnement pendant des années, et maintenant il jonchait le sol comme de simples gravats. Voilà dans quel environnement on se trouvait. Les premiers intervenants se sont approchés. Pripyat était une ville soviétique moderne de près de 50 000 habitants, à seulement 3 km de là. Le matin du 26 avril, la vie suivait son cours. La fumée du réacteur était visible depuis les balcons, mais personne ne savait que l'air était chargé d'iode 131 et de césium 137. Les autorités soviétiques ont attendu 36 heures avant d'ordonner l'évacuation, qui n'a commencé que le 27 avril après-midi avec 1200 bus pour les habitants. On leur a dit que ce serait temporaire, 3 jours. La plupart ne reverraient à jamais leur maison. Les jours suivants, la zone d'évacuation a été portée à 30 km, déplaçant plus de 100 000 personnes. Pendant ce temps, l'État soviétique a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a tenté de verrouiller la vérité. Les lignes téléphoniques ont été coupées pour empêcher les citoyens de répandre la panique. Les médias d'État ont minimisé l'incident et des affiches de propagande ont été placardées, accusant des agents étrangers et la désinformation occidentale. Mais on ne peut pas cacher la vérité. Un cœur de réacteur en feu à l'air libre, le nuage radioactif dérivait sur la Scandinavie. Le monde savait, et le Kremlin a compris que sans stopper ce volcan, la contamination risquait de menacer l'eau de millions de personnes et de rendre une vaste zone de l'Union soviétique inhabitable. Alors que le réacteur brûlait toujours et que la radiation s'échappait, la direction soviétique a eu recours à son outil le plus fiable, la main-d'œuvre. C'est alors que les liquidateurs sont arrivés.
Phase 1. Lors des premiers jours, les premiers liquidateurs n'étaient pas des conscrits. Amenés en camion depuis la campagne, c'étaient les hommes déjà en service et les pompiers locaux de Pripyat et de la centrale. Les premières équipes étaient dirigées par les lieutenants Vladimir Pravik et Viktor Kibanok. Ils étaient 2 jeunes hommes de 23 ans. Ils ont conduit leurs équipes de pompiers vers le bâtiment du réacteur, pensant qu'ils faisaient en face à un incendie industriel majeur mais classique. Le toit de la salle des turbines, recouvert de bitume, a pris feu suite aux débris projetés. La fumée, épaisse et toxique, contenait d'étranges blocs noirs mêlés au goudron en feu. Plus tard, les survivants ont rappelé avoir donné des coups de pied à ces blocs pour libérer leurs tuyaux. Ils étaient chauds et semblaient embriller d'une étrange lueur intérieure. C'était un des blocs de graphite provenant du cœur du réacteur. Quelques minutes plus tôt, ils modéraient la réaction nucléaire à l'intérieur de la cuve. Maintenant, ils gisaient sur le toit, irradiant la mort rien qu'en se tenant à proximité. Les pompiers recevaient des doses énormes de rayonnement gamma et neutronique, mais continuèrent à travailler. Ils portaient des vestes en toile, des casques et des bottes en caoutchouc, pas de combinaison en plomb. Des hommes hors service, en manches de chemise ou blousons de cuir, se sont précipités sur les lieux. En moins de 30 minutes, ils ont commencé à flancher. Ils se sont plaints d'un goût métallique dans la bouche, un symptôme classique d'une forte exposition aux radiations lorsque l'air lui-même devient ionisé. Puis sont venus les nausées, puis les vomissements. Un par un. Ils se sont effondrés, non à cause de la fumée, mais car leur système nerveux central défaillait. Tandis que les pompiers combattaient l'incendie, une autre lutte se jouait dans la salle de contrôle durant les premières heures. Le personnel d'ingénierie supérieure ne pouvait tout simplement pas croire que le réacteur avait disparu. Leur formation leur disait qu'un réacteur Bolchoï à modérateur de cubique était une forteresse. Il ne pouvait pas simplement exploser. Quand le personnel subalterne a rapporté avoir vu le ciel depuis la salle du réacteur, on leur a répondu qu'ils hallucinaient ou se trompaient de peau. Malgré la confusion, des actes d'héroïsme professionnel ont eu lieu. Opérateurs et ingénieurs, conscients du problème, sont restés à leur poste. Ils ont traversé des couloirs sombres et inondés, pataugeant dans une eau radioactive pour tourner des vannes à la main. Ils tentèrent de refroidir le cœur en y pompant de l'eau, ignorant qu'il était dispersé sur le parking. Arrêtons-nous ici pour expliquer ce qui arrivait à ces hommes. On parle souvent des radiations provoquant le cancer 20 ans plus tard, ce qui est un effet sarcastique, un coup de dé. Mais les pompiers et le personnel de la centrale faisaient face à une situation déterministe. Ce n'était pas un risque mais une certitude. Il s'agissait du syndrome d'irradiation aiguë. Lorsque le corps humain reçoit plus d'un sievert en peu de temps, les radiations provoquent une explosion microscopique. Cela ne fait pas qu'endommager l'acide désoxyribonucléique, cela le détruit vraiment. La moelle osseuse est la première touchée. Le corps ne produit plus de globules blancs, détruisant le système immunitaire. À forte dose, la muqueuse gastrique et intestinale se détache, provoquant hémorragie interne et septicémie. À très forte dose, les vaisseaux sanguins fuient et le système nerveux s'effondre. La partie la plus cruelle du syndrome d'irradiation aiguë est ce que les médecins appellent la phase du fantôme ambulant, ou la phase latente. Après les vomissements initiaux et l'effondrement, le patient se rétablit souvent. Ils se sentent bien, assis dans leur lit, jouant aux cartes et parlant avec leur famille. C'est ce qui est arrivé aux lieutenants Pravik et Kibanok, premiers pompiers sur place. Transportés à l'hôpital numéro 6 à Moscou, ils ont cru aller mieux quelques jours, mais ne guérissant pas. Leur corps attendait simplement que les cellules existantes meurent, sans nouvelles cellules pour les remplacer. Lorsque cette phase latente a pris fin, la dégradation a été horrible. Pravik et Kibanok sont tous deux morts en mai 86, des semaines après l'accident. Ils ont été enterrés dans des cercueils scellés car leur corps était et reste radioactif. Pourtant, ce n'était pas une fatalité pour tous. Léon Nitalnikov, chef des pompiers ayant dirigé l'opération, a reçu une forte dose, souffert du syndrome d'irradiation aiguë mais a survécu. Il était mort d'un cancer 18 ans plus tard, en 2004. Ceux-ci furent les premiers liquidateurs, l'exemple le plus pur du groupe. Ils n'ont eu ni médaille, ni pension spéciale, ni certificat. Ils sont entrés dans une situation qu'ils ne comprenaient pas. Avec un équipement inadéquat pour combattre un incendie impossible à éteindre, simplement parce que c'était leur travail. Phase 2, hélicoptère, plongeur mineur. Après avoir éteint les premiers incendies, l'Union soviétique a dû affronter une nouvelle réalité. Le réacteur, tel un volcan, rejetait des isotopes radioactifs dans l'atmosphère.
Les héros de la phase 1 avaient donc gagné du temps, mais le réacteur brûlait toujours. Pour l'éteindre, la direction soviétique a attaqué sur 3 fronts, air, eau et terre. La priorité était d'étouffer l'incendie. Entre le 2e et le 10e jour, l'armée de l'air soviétique a effectué plus de 1800 sorties directement au-dessus du cœur exposé. Le plan était simple mais massif, bombarder le réacteur jusqu'à sa destruction. Ils ont chargé des hélicoptères Mi-8 et Mi-26 de sable, d'argile, de plomb et de bore pour stopper l'incendie, filtrer les émissions et absorber les radiations. Ils ont largué environ 5000 tonnes de matériaux. Les pilotes traversaient un panache radioactif risquant de griller l'électronique, volant parfois à quelques mètres des ruines, la radiation traversant le plancher des cockpits. Pour se protéger, ils ont mis des plaques de plomb sous leurs sièges, mais cela n'a pas suffi. Les historiens savent aujourd'hui que la plupart de ces largages ont raté leur cible. Le courant d'air chaud du cœur en feu repoussait violemment sable et plomb sur les côtés, où il s'accumulait inutilement sur les débris. À l'époque, ils l'ignoraient et continuaient à voler. Tandis que les pilotes luttèrent contre l'incendie, une menace plus grave se cachait en dessous. Sous la cuve du réacteur se trouvaient 2 niveaux de bassins de bullage. Ce sont d'immenses réservoirs d'eau conçus pour supprimer la vapeur lors d'un accident normal, mais il ne s'agissait pas d'un accident normal. On craignait que le cœur en fusion, le corium, traverse le béton, atteigne l'eau et cause une explosion de vapeur massive. Les calculs montraient qu'une explosion détruirait les 3 réacteurs restants et disperserait des retombées radioactives mondiales. Il fallait évacuer l'eau, mais les vannes étaient immergées dans un sous-sol radioactif et totalement sombre. L'histoire de l'escouade suicide de Tchernobyl est un mythe. On raconte souvent que 3 hommes furent envoyés à la mort sur ordre. La réalité est moins dramatique, mais plus impressionnante. 3 employés de la centrale, Alexei Anonenko, Valéry Bespalov et Boris Baranov, ont été volontaires ou désignés pour leur connaissance de la plomberie. Ils n'ont pas plongé en scaphandre, ils ont traversé de l'eau radioactive jusqu'aux genoux en combinaison de plongée, utilisant de simples respirateurs. Ils ont avancé dans les couloirs sombres, trouvé les vannes et les ont ouvertes. L'eau s'est écoulée, l'explosion a été évitée. Et contrairement au mythe, ils ne sont pas morts de maladie des radiations. Des semaines plus tard, 2 d'entre eux sont encore en vie aujourd'hui et le 3e, Baranov, a vécu jusqu'en 2005. Ce n'étaient pas des martyrs, mais des experts compétents faisant leur travail. Après l'évacuation de l'eau, on craignait que le cœur brûle jusqu'à la nappe phréatique. La solution, installer un grand échangeur de chaleur, une plaque de refroidissement à l'azote liquide sous tout le bâtiment. On ne peut pas utiliser un bulldozer sous une centrale nucléaire en fusion, il faut donc creuser à la main. Les soviétiques ont recruté les hommes les plus endurcis de l'Empire, notamment une centaine de mineurs venus de Toula et du Donbass. Ils devaient en creuser un tunnel de 168 mètres sous le réacteur pour installer une chambre du système de refroidissement. La chaleur était étouffante et la radioactivité provenait du sol, car utiliser des foreuses risquait de déstabiliser le réacteur. Ils ont donc creusé à la main. La chaleur rendait les vêtements de protection inutiles. Les témoignages et photos de l'époque montrent des mineurs travaillant en sous-vêtements ou parfois complètement nus, simplement pour éviter l'insolation. Ils respiraient de la poussière radioactive, mais l'échangeur de chaleur n'a jamais fonctionné. Lorsque le tunnel fut achevé, le cœur était assez refroidi pour que la dalle de béton suffise. Les mineurs ont sacrifié leur santé pour un système de sécurité jamais utilisé. La bataille a ensuite eu lieu sur le toit. Avant de construire un sarcophage, il fallait d'abord enlever du toit du réacteur 3 les débris mortels de graphite projetés par l'explosion. Les soviétiques ont tenté cela avec des robots télécommandés, dont des véhicules lunaires modifiés et des machines d'Allemagne et du Japon. La radioactivité sur le toit était si forte, jusqu'à 10 000 Röntgen, que les puces en silicium des robots étaient détruites. Les machines erraient stoïques sans but, ou elles s'arrêtaient tout simplement, alors ils se sont tournés vers les humains. Le commandant des biorobots, Nikolai Tarankanov, a mobilisé des milliers de jeunes soldats pour cette tâche. La stratégie, limiter l'exposition pour réduire la dose. Les hommes portaient des armures improvisées, plaques de plomb, tabliers en caoutchouc ou de lourds manteaux. Ils attendaient dans une cage d'escalier en béton, la sirène retentit, ils coururent sur le toit. Ils avaient 90 secondes. Ils devaient ramasser une pelletée de graphite, la jeter par-dessus le bord dans le cratère et revenir en courant.
Si vous trébuchiez, si vous restiez trop longtemps ou si vous ramassiez un morceau un peu trop chaud, vous étiez un homme mort en sursis. Des milliers d'hommes ont monté sur le toit, la plupart une seule fois, courant leurs 90 secondes pour sauver le monde d'une fraction de %. Ils rentraient chez eux avec un certificat et une prime de 100 roubles. Troisième phase de décontamination dans le sarcophage. Tandis que mineurs creusaient et pilotes volaient, une armée plus nombreuse et lente progressait dans le paysage. La catastrophe ne s'est pas limitée au réacteur, l'explosion avait recouvert toute la région d'isotopes radioactifs. Le travail des liquidateurs n'était pas seulement de réparer la centrale, il s'agissait aussi de nettoyer la Terre elle-même. Des liquidateurs, souvent des réservistes venus de toute l'Union soviétique, ont été envoyés dans les villes et villages de la zone d'exclusion de 30 km. Ils arrosaient les rues de mousse chimique qui devenaient grises en absorbant la poussière et frottaient les murs des immeubles. Quand le nettoyage ne suffisait pas, ils utilisaient le sablage. Quand le sablage ne suffisait pas, ils démolissaient les bâtiments. Des hameaux en bois absorbant les radiations ont été rasés au bulldozer. Les liquidateurs creusaient une grande tranchée, y enfouissaient en maisons, granges et clôtures, puis recouvraient. Après, ils s'attaquaient à la terre des zones les plus touchées. La couche arable a été classée comme déchet radioactif. Les liquidateurs utilisaient des niveleuses et des pelles pour gratter les quelques centimètres supérieurs de la terre sur des milliers d'hectares, la chargeant sur des camions pour l'enterrer dans des décharges doublées de béton. Le moment le plus étrange fut dans la forêt rousse, derrière la centrale, où une pinède avait absorbé une forte dose de radioactivité. Les arbres sont morts sur le champ, devenant brun-rouille. Les liquidateurs ont été chargés de les abattre. Ils les ont abattus, poussés dans des tranchées et enterrés. À ce jour, le sol où se trouvait la forêt rouge est l'un des endroits les plus contaminés de la planète, et c'est un endroit où je suis allé. Cependant, ce nettoyage serait vain si le réacteur restait ouvert. L'Union soviétique avait besoin d'un couvercle, appelé l'objet abri. Le monde le connaît comme le sarcophage. Il s'agissait de bâtir une immense structure en acier et béton autour du réacteur détruit. Dans des circonstances normales, concevoir et construire une structure d'une telle complexité prendrait 5 ans. Ils l'ont fait en 5 mois, en juin la conception était prête, en novembre c'était terminé. Le défi d'ingénierie était un cauchemar. Ils ne pouvaient pas envoyer de géomètres pour mesurer les fondations parce que la radiation les aurait tués. Ils n'ont pas pu fixer la structure aux ruines car l'explosion avait fragilisé les murs, alors ils ont improvisé. Ils ont utilisé de grandes grues télécommandées, d'immenses unités d'EMAG allemandes, pour placer des murs en acier préfabriqués. Ils ont créé une centrale à béton télécommandée pour pomper à distance des centaines de milliers de mètres cubes de béton. L'un des moments les plus critiques fut la pose de la poutre géante qui devait soutenir l'ouverture du réacteur. Pour soutenir le nouveau toit, il a fallu soulever la poutre à l'aide d'une grue avec une précision chirurgicale, guidée par des caméras et des observateurs utilisant des jumelles depuis des bunkers blindés de plomb. Mais les machines ne pouvaient pas tout faire, notamment serrer un boulon ou décrocher un câble. Dans une zone morte où les robots ne pouvaient pas accéder, un humain devait intervenir. Les soudeurs œuvraient dans des cabines plombées sur mesure, suspendues à des grues au-dessus des décombres pour souder les poutres d'acier. À la fin de 1986, le sarcophage était une structure grise, laide et imposante. Il était plein de trous et fissures, mais suffisait pour l'instant. Les ingénieurs savaient que c'était un travail bâclé, temporaire, prévu pour 30 ans. La solution permanente, les nouveaux confinements sûrs, cette immense arche coulissante qui recouvre le réacteur aujourd'hui, est une merveille de l'ingénierie moderne. Nous en avons déjà parlé. C'était une des premières vidéos de cette chaîne. Vous pourrez la regarder après cette vidéo. Pour cela, la bureaucratie soviétique devait gérer sa ressource la plus précieuse, la santé du peuple. Le système était strict sur le papier. Initialement, la dose limite pour un liquidateur était de 150 millisieverts par an. Après stabilisation, elle a été réduite à 100 puis à 50. Le système fonctionnait comme une carte à poinçonner. Chaque fois que vous entriez dans la zone, votre dose était enregistrée, en théorie, et une fois que votre carte de radiation était pleine, une fois cette limite atteinte, 150, 100 ou 50, vous deviez être retiré, démobilisé, renvoyé chez vous et recevoir votre prime. Mais en réalité, les tampons sur la carte étaient inflexibles. Les commandants subissaient une pression immense pour respecter les délais. Si leur meilleur grutier ou soudeur atteignait sa limite de dose lors d'un travail crucial, il était tentant d'arrêter d'enregistrer la dose quelques jours.
Les liquidateurs faisaient aussi partie de la supercherie. Beaucoup étaient tant des réservistes ou des mineurs cherchant la prime de risque, sachant qu'ils rentreraient chez eux après avoir atteint la limite. Certains laissaient leur dosimètre à la caserne pour dissimuler leur exposition et rester sur la liste de paie. Les registres officiels montrent que les doses moyennes ont diminué d'année en année au fur et à mesure de l'avancement du nettoyage, et c'est statistiquement vrai. Pour les hommes sur le terrain en 1986 soudant les poutres et enterrant la forêt, les chiffres officiels restaient en souvent de l'encre sur du papier. La vie en tant que liquidateur. Réalité quotidienne. Alors à quoi ressemblait réellement la vie d'un liquidateur ? Mettons de côté les hélicoptères et l'héroïsme un instant. Pour les 600 000 hommes sur le terrain, la liquidation était plus qu'un combat. C'était un travail souvent ennuyeux, sale et déroutant. Pour beaucoup, le voyage débutait par un coup à la porte ou une lettre. La mobilisation militaire soviétique était vaste et efficace. Des hommes réservistes dans la trentaine ou la quarantaine, hors service depuis longtemps, furent soudain rappelés. Beaucoup ignoraient leur destination. On leur parlait d'un entraînement spécial, de manœuvres ou d'aide à la récolte. La réalité s'est imposée quand les camions ont pris la direction de Kiev ou aperçu les points de contrôle. Les entretiens avec les anciens combattants montrent un mélange étrange d'émotions, de la peur mais aussi un vrai sentiment de devoir et d'excitation. Génération de la guerre froide, ils avaient grandi avec les récits de la Grande Guerre patriotique. Pour beaucoup, c'était l'occasion de servir une cause supérieure. Ils pensaient en partir, travailler quelques semaines, devenir des héros puis rentrer. Mais une fois arrivés, la réalité ressemblait moins à une opération militaire high-tech et plus à... c'était tout autre chose. Rien que la logistique pour loger une armée de cette taille était aussi un cauchemar. Les liquidateurs logeaient dans de grands camps de tentes, des écoles réaménagées ou des casernes bondées loin du réacteur. L'été 86 fut étouffant, l'hiver les tentes glaciales et la routine épuisante. Tu te réveillais, tu mangeais à la cantine soviétique standard, une bouillie de sarrasin, de la viande en conserve et du thé, puis tu montais dans un bus. Les bus, recouverts de bâches en plastique pour la décontamination, t'emmenant dans la zone. Tu faisais ton service, parfois 12 heures ou 2 minutes selon la radioactivité, puis tu passais aux stations de lavage. Les douches obligatoires étaient souvent inefficaces. Les hommes se frottaient la peau jusqu'à l'irritation, échouaient au contrôle du compteur Geiger et devaient recommencer, y compris avec l'équipement. Pour beaucoup, c'était une blague. Sauf si vous étiez plongeur ou couvreur, votre équipement de protection individuelle se réduisait à un uniforme en coton et un masque en gaz pétale. Un vétéran se rappelait qu'on lui avait donné un pansement pour le nez en disant « Lesso onsamsi pattopo » et dit « Cela vous protégera ». La tentation de piller était aussi bien réelle. La zone comptait de nombreuses maisons abandonnées avec téléviseurs, meubles et vêtements. Des liquidateurs ont tenté de sortir des objets en ignorant la persistance de la radioactivité. Des récits racontent dans des soldats découpant des radiateurs dans des appartements abandonnés pour les revendre ou volant des parachutes en soie pour fabriquer des vêtements à leurs épouses, rapportant ainsi involontairement du poison à leur famille. Et il y avait la vodka. Faute d'informations claires, des rumeurs ont circulé, notamment que la vodka protégeait le mieux contre la radioactivité. Ça me rappelle le début du Covid, quand une rumeur disait que fumer aiderait à tuer le virus. Beaucoup pensaient que l'alcool éliminait la radiation de la thyroïde ou nettoyait le sang des isotopes. Les commandants fermaient souvent les yeux sur la consommation d'alcool, et dans certains cas, l'alcool faisait pratiquement partie des rations. En même temps, les canaux officiels de santé soviétiques diffusaient des messages qualifiant cela de mythe, ce que c'était, et encourageaient à la sobriété. Mais en zone de guerre, on fait plus confiance aux gars dans la tranchée à côté de soi qu'à la voix à la radio. Donc, la vodka coulait à flot. Vous vous demandez peut-être, pourquoi sont-ils restés ? Pourquoi n'ont-ils pas fait de mutinerie ? C'était en partie le système de contrôle soviétique, mais aussi la promesse. Les liquidateurs recevaient un salaire 3 à 5 fois supérieur à la normale, avec prime de risque, retraite anticipée et accès prioritaire au logement et aux soins de santé à vie. Pour un ouvrier d'usine d'une petite ville, devenir liquidateur offrait une vie meilleure à sa famille. C'était un échange. Confiez votre santé à l'État, il s'occupera de vous à vie. Pourtant, comme nous le verrons, il aurait du mal à tenir cette promesse. Officiellement, ils étaient honorés comme des héros, avec médailles et certificats. En pratique, beaucoup se sentaient comme du matériel jetable, des filtres biologiques utilisés pour nettoyer un désordre, puis jetés une fois qu'ils devenaient chauds. Chaudseti.
qu'est-ce que les radiations leur ont fait? Nous avons évoqué les actions des liquidateurs aux réacteurs. Parlons maintenant de l'impact du réacteur sur eux, la partie la plus controversée de l'histoire de Tchernobyl. Le nombre de morts parmi les liquidateurs varie selon les sources, de moins de 50 à près d'1 million. Pour comprendre pourquoi il y a un tel écart et ce qui est réellement arrivé à ces hommes, nous devons d'abord examiner la biologie. Il y a eu les victimes immédiates. Il s'agissait des hommes dont nous avons parlé plus tôt, les pompiers et le personnel de la centrale qui ont absorbé des doses massives et déterministes. Les archives soviétiques rapportent 8 morts du syndrome d'irradiation aiguë en 1986. Quelques autres sont morts dans les années qui ont suivi, à cause de complications comme une insuffisance cardiaque ou des infections provoquées par l'affaiblissement de leur organisme. Pour ces hommes, les dégâts n'étaient pas une probabilité, c'était une blessure physique. Leur moelle osseuse s'est transformée en bouillie, leur peau a brûlé. C'était brutal, immédiat, indéniable. Mais pour la plupart des 100 000 liquidateurs, la radiation ne les a pas tués. En quelques semaines, elle a joué un jeu plus discret. Le liquidateur moyen a reçu environ 120 millisieverts, soit des centaines de fois la radioactivité naturelle, mais pas assez pour causer un syndrome d'irradiation aiguë. À la place, cela agit comme un poison à effet retardé, endommageant les brins d'acide désoxyribonucléique et les cellules individuelles. Le premier signe en fut la leucémie, car les cellules sanguines de la moelle osseuse sont très sensibles aux radiations. Les cancers du sang surviennent souvent d'abord, après quelques années. Les études sur les liquidateurs révèlent une hausse significative des leucémies par rapport à la population générale. Ensuite, il y a les cancers solides, comme les tumeurs de la thyroïde, des poumons ou de l'estomac, qui mettent des décennies à se former et rendent la science plus complexe. Le cancer touche fréquemment un groupe de 600 000 personnes et des milliers en seront atteintes naturellement. Même sans Tchernobyl, un médecin ne peut distinguer un cancer lié aux radiations d'un cancer naturel. Cela n'apparaît que dans les statistiques. L'Organisation mondiale de la santé estime que chez les liquidateurs, on comptera probablement quelques milliers de décès supplémentaires dus au cancer lié aux radiations. Mais ce n'est qu'un aspect du problème. D'autres chercheurs indépendants et organisations non gouvernementales soutiennent que ces modèles sont trop conservateurs. Ils soulignent le fait que de nombreux liquidateurs étaient pas de jeunes hommes qui ont développé des cataractes, une opacification du cristallin, à des taux bien plus élevés et plus précoces que la normale, ce qui est un signe connu d'exposition aux radiations. Longtemps, l'attention s'est surtout portée sur le cancer. Mais en vieillissant, les liquidateurs mouraient aussi de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales à des taux élevés. Au début, cela a été attribué au stress ou au mode de vie. Fumer et boire sont des habitudes courantes dans la région. Mais des études récentes ont suggéré que les radiations causent plus de dégâts au système cardiovasculaire que ce que l'on pensait. Elles causent une inflammation des vaisseaux, menant à l'athérosclérose, soit le durcissement des artères. Mais si vous parlez aux anciens combattants ou aux médecins qui les soignent, ils vous diront que la plus grande crise sanitaire n'était pas le cancer ou les maladies cardiaques. Elle était dans l'esprit. Les liquidateurs présentent des taux très élevés de syndrome de stress post-traumatique, dépression et anxiété, en partie pour des raisons physiologiques. Certaines études indiquent que de fortes doses de radiation affectent les fonctions cognitives, mais l'impact reste surtout psychologique. Imaginez avoir 20 ans et que l'État vous dise que vous êtes un héros, mais que la société vous considère aussi comme un contaminant ambulant. De nombreux liquidateurs ont subi la stigmatisation à leur retour, car les gens redoutaient à tort de les approcher ou de les employer, les croyant contagieux. Ils vivaient avec la peur que chaque mal de tête ou toux soit le début de la fin. L'Organisation mondiale de la santé appelle cela le fatalisme paralysant de Tchernobyl. Ce fardeau psychologique a causé beaucoup d'alcoolisme, de suicide et de chômage. La grande question reste, combien de morts au final ? Si vous écoutez l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique, on évoque jusqu'à 4000 décès prématurés chez les populations les plus exposées, dont les liquidateurs et évacués. Selon Greenpeace ou l'Union des scientifiques concernés, les victimes mondiales varient de dizaines de milliers à près d'1 million selon les modèles. Nous ne serons sans doute jamais d'accord sur ce chiffre. Les données sont trop désordonnées et les archives trop incomplètes, mais un chiffre exact n'est pas nécessaire pour comprendre la réalité. Nous savons que des centaines de milliers ont été exposés et que des milliers sont mortes jeunes. Mémoire politique, reconnaissance. Pendant des décennies, les liquidateurs étaient un groupe discret, honoré en privé mais souvent ignoré publiquement. Au fil du temps, leur héritage est devenu tangible.
Aujourd'hui, à la caserne de pompiers de Tchernobyl, un monument est visible. Ce n'est pas un grand obélisque soviétique abstrait, c'est une statue de pompier épuisée et affaissée, réalisée par les hommes eux-mêmes. Mais le plus célèbre hommage se trouve près du bâtiment administratif de la centrale. Il représente un groupe de liquidateurs luttant pour contenir l'incendie nucléaire. Inscription simple. À ceux qui ont sauvé le monde. Pour le soldat ou l'ouvrier, la reconnaissance était limitée à un livret rouge et une médaille. Le design de la médaille de liquidateur est marquant. Elle comporte une goutte de sang représentant le sacrifice de la vie, et à travers cette goutte passent 3 lignes symbolisant les 3 types de rayonnement ionisant, alpha, bêta et gamma. Ce livret offrait transport gratuit, réduction sur service public et accès prioritaire aux soins dans toute l'Union soviétique. En 1991, l'Union soviétique a disparu avec la chute de l'Empire. Les liquidateurs se sont retrouvés abandonnés. Ils avaient servi un pays qui n'existait plus et la charge de payer leurs pensions et leurs soins de santé est tombée sur les nouvelles nations indépendantes, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Ces pays traversaient une crise économique et les héros de l'Union soviétique sont soudain devenus des charges budgétaires. En Ukraine, les liquidateurs ont organisé des manifestations et des grèves de la faim devant les bâtiments gouvernementaux à Kiev. Ils protestent contre la baisse des pensions et la suppression des soins médicaux. Ils affirment que le gouvernement a transformé leur compensation garantie en aide sociale discrétionnaire, réduite dès que le budget se resserre. En Estonie et dans d'autres États baltes, la situation était plus complexe. De nombreux liquidateurs étaient en Russes ethniques ou non-citoyens selon les nouvelles lois. Pendant des années, ils ont eu du mal à obtenir la moindre reconnaissance. Considérés par certains non pas comme des héros, mais comme des agents de l'armée soviétique d'occupation, ce n'était que récemment que les lois ont changé pour leur accorder un soutien modeste. Le monde commémore la catastrophe le 26 jours de l'explosion, mais les liquidateurs ont leur propre date. En Ukraine, le 14 décembre est la journée des liquidateurs. Elle indique la date, en 1986, où le sarcophage a été officiellement achevé. Cette journée célèbre la victoire sur l'accident, non la tristesse. Au-delà de Tchernobyl, Fukushima et des liquidateurs à venir, donc lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, beaucoup ont supposé que l'ère des liquidateurs était terminée. Nous pensions qu'avec des normes de sécurité modernes, une robotique avancée et une supervision démocratique, il serait inutile d'envoyer des humains face à un réacteur en fusion. Le 11 mars 2011, le tsunami a frappé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le scénario de 86 s'est répété. Une explosion confuse a de nouveau eu lieu. Les premiers intervenants de Fukushima étaient peu présents. Des centaines de membres du personnel sont restés sur place dans l'obscurité pour ouvrir les vannes et surveiller la pression. Encore une fois, le nettoyage prolongé a entraîné la création d'une vaste main-d'œuvre temporaire. Les médias ont surnommé les équipes de nettoyage japonaises liquidateurs, comparaison inévitable, bien que les différences soient marquantes. Les travailleurs de Fukushima portèrent des combinaisons Tyvek étanches, des masques intégraux et des dosimètres numériques. Ils n'enroulaient pas leurs pieds en sont dans des journaux et ne portèrent pas de plaques de plomb. La radioprotection était à des années-lumière de celle de Tchernobyl, tandis que les premiers héros étaient les employés de TEPCO. La plupart des tâches de nettoyage, déplacement de débris, construction de réservoirs et décontamination du sol ont été réalisées par des sous-traitants et leurs propres sous-traitants. Ce ne sont que des sous-traitants. Des enquêtes ont révélé un réseau complexe de recrutement. Beaucoup d'ouvriers étaient des journaliers temporaires, souvent peu formés et en marge de la société. Les critiques notent que, comme les conscrits soviétiques, ces hommes économiquement vulnérables prenaient des emplois risqués faute d'alternatives. Ils étaient les biorobots modernes, mieux protégés mais exécutant toujours les tâches que les machines ne pouvaient pas. Après Tchernobyl, le monde a appris. Des protocoles internationaux surveillant désormais le risque de cancer, la santé mentale et le bien-être social des travailleurs du nucléaire. Mais la leçon la plus inconfortable est d'ordre technologique. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle et de Boston Dynamics. Nous pensons qu'en cas de catastrophe, nous enverrons des drones. Cependant, les robots sont limités. Les rayons gamma perturbent leurs capteurs et circuits et les zones sinistrées sont chaotiques. Les robots peinent à grimper des barres tordues, traverser des sous-sols inondés ou tourner une vanne coincée si le robot se bloque ou si un capteur tombe en panne. Ou lorsqu'il faut placer un sac de sable exactement à l'endroit où un drone ne peut pas accéder, la solution est toujours la même. Il faut une main, il faut un cerveau capable d'improviser, il faut un humain. Comment résumer le travail des liquidateurs ?
Par son ampleur, c'est stupéfiant. Environ 600 000 personnes, mineurs, plongeurs, pilotes, soldats et infirmières, venus de toute l'Union soviétique, ont été mobilisés. Ils ont éteint un incendie nucléaire, vidé des réservoirs d'eau explosive, creusé un tunnel de refroidissement, retiré la couche arable d'un pays et bâti un tombeau d'acier autour de l'objet le plus dangereux de la planète. Ils ont réalisé la plupart de ces tâches en moins de 7 mois, évitant ainsi une catastrophe continentale en vidant les bassins et en couvrant le cœur. La carte de l'Europe serait sûrement différente aujourd'hui. D'habitude, sur cette chaîne, nous évoquons les succès de la planification et les prouesses de l'ingénierie. La liquidation, c'était tout le contraire, un méga-projet d'improvisation, une réaction désespérée et chaotique à un échec technologique. Cela a prouvé une vérité dure. Les systèmes de haute technologie ont une limite. Quand le réacteur le plus avancé a échoué et que les robots télécommandés d'Allemagne et du Japon ont grillé, la civilisation n'avait pas de machine de secours, juste un animal pour le nouveau confinement sûr. L'arche brillante aujourd'hui visible est le monument de Tchernobyl. Les liquidateurs étaient l'échafaudage invisible. Merci d'avoir regardé.